Entends ma voix mortelle, car je suis. Tu vas, pour moi, mener ton monde vers ce que je t'ordonnerai de faire. Tu triompheras des mondes en face de toi. Ne me déçois pas. Je t'octroie le pouvoir de manipuler le sang, les larmes, l'encre et la sève. Tu es à présent ma stéphière. Ceci est inévitable. Mon récit est prioritaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on joue tout au féminin ou au neutre quand on y pense. Bonjour Célène, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va un peu, mes chats foutent le bordel derrière moi, mais sinon ça va, écoute, et toi il fait moins chaud, donc c'est bien. Peut-être que quand vous écouterez cet épisode le 25, il fera à nouveau très très chaud, mais là on a des températures inférieures de 2 degrés, moyenne de saison, donc ça fait du bien. Et toi, ça va ? Moi, il fait toujours très chaud pour le coup de notre côté. J'ai changé de bureau, donc j'en suis bien contente. Ça ne devrait pas te faire de différence pour vous, cela dit, vu que je n'ai pas changé de technique, de micro et autres, mais je suis dans un environnement plus adapté tout de même. Bah c'est cool. Et est-ce qu'il y a des choses neuves au niveau rôliste dans ta vie depuis le mois dernier ? Alors, avant de faire ça, je le fais maintenant, j'ai un errata à faire sur l'épisode précédent. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as fait sur le Discord, il faut le dire. Nous avons un Discord, c'est dans la description de l'épisode. Il faut venir, comme ça les errata, vous les avez en temps réel et pas le mois d'après. Je l'ai fait sur le Discord, je l'ai fait en commentaire aussi sur YouTube, mais c'est un errata qui me... Voilà, donc je le fais aussi là. Dans l'épisode précédent, à un moment, je parle du fait qu'entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite, il y a 2 arcanes côté inversés. C'est quel cas ? Cela dit, je me suis trompé d'arcane. J'ai dit que la justice était intervertie avec le chariot, il me semble, alors que non, la justice est intervertie avec la force entre le tarot de Marseille et le tarot de Rider-Waite, donc outre-Atlantique. J'ai d'autant plus pas d'excuses que j'avais les illustrations des lames de Magie Minuit sous le nez, donc je l'avais factuellement sous le nez, mais on parle vite et on fait des petites erreurs de ce genre. Comme le chante Yves Jamais, on parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. Tout à fait. Sinon, à part ça, d'un point de vue holistique, rien de bien nouveau. J'ai pu tester 2-3 trucs, y compris faire le bêta-test pour une connaissance qui écrit beaucoup de petits jeux. Nous, des fois, elle me contacte pour qu'on teste 2-3 trucs. C'était sympathique aussi. Tu as aussi bêta-testé, puisque c'est moi qui te l'ai fait bêta-tester un jour de plus, tout à fait. d'Aldom 6, de Viranizio. Une expérience intense. Ouais, très intense. Quand l'épisode sort, le financement sera en cours ou pas ? Je me souviens plus des dates. Non, il est déjà fini le financement, je crois, si je dis pas de bêtises. Je t'avoue que j'ai pas... Ça avait été prolongé jusqu'à la semaine dernière, donc jusqu'au 4 juillet, le début des grandes vacances. Enfin, en tout cas, effectivement, une forte expérience. Il sera en boutique de toute façon. Oui. Ça doit sortir en premier trimestre 2026. Voilà. Alors moi, par contre, niveau rôliste, il y a eu aussi pas mal de nouveautés. Donc j'ai reçu, je m'inquiétais, rappelle-toi Alice, je m'inquiétais de ne pas avoir reçu Périls et Princesses. Je l'ai reçu. J'ai également reçu Notre Crépuscule de Melville. J'ai vraiment hâte de le lire. J'en suis pas encore occupé, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis peut-être d'y jouer, même, qui sait. Je crois que c'est tout. J'ai l'impression d'oublier des trucs, mais je crois que c'est tout. Salut, c'est la Célène du banc de montage. Ça faisait longtemps. Écoutez, mon intuition était juste, puisqu'effectivement, j'oubliais quand même un très gros morceau.
eh bien c'était que, peut-être certains d'entre vous le savent déjà, mais nous sommes passés dans le podcast Otium, qu'on aime beaucoup, dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans quelques épisodes précédents. Eh bien ils nous ont reçus. L'épisode est sorti, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, oui, ça, c'est mon chat qui vous parle, parce que c'est comme ça quand on est sur le banc de montage, on a des chats avec nous, toujours. L'épisode est sorti avant-hier, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. Évidemment, comme d'habitude, vous trouverez le lien dans la description. Voilà, c'était tout pour moi, mais c'était quand même super important. C'était un moment très cool. Je vous renvoie à la temporalité de l'épisode et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. J'ai fait le métatest d'un jour de plus. Incroyable, dis donc. Tu ne le savais pas. J'ai pris ma revanche sur Escape from Dino Island. Tu te rappelles, Oui. j'en avais parlé. Je l'avais mentionné dans les... C'était les pires séances, je crois. Des mauvais souvenirs dans les mauvais souvenirs. C'est ça. Voilà, je l'avais pas mis dans ma liste définitive des pires séances. Donc j'ai pris ma revanche puisque la semaine dernière, j'ai mené une partie d'Escape from Dino Island qui a duré 4 heures et qui s'est terminée au bout de 4 heures. Ouah. Bon, tout le monde est mort, mais vraiment c'était sur un jet de dés, c'était l'action finale. Le survivant qui pouvait sauver encore une autre personne est mort. Bon ben voilà, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Mais en attendant, une partie d'Escape from Dino Island qui était vraiment très cool et qu'on a mené donc de A à Z en 4 heures avec seulement 2 PJ. Ça peut jouer quand même un tout petit peu, mais voilà, c'était très très bien. Ouais. Mais j'ai entendu dire que tu as une question pour moi. Oui, j'ai une question pour toi. Si tu pouvais créer un monde de A à Z, quelles seraient ses caractéristiques et à quelle conclusion voudrais-tu l'amener? Alors, il n'y aurait pas d'extrême droite. Mhm. Je pense que ça répond à l'intégralité de la question. Effectivement. Il n'y aurait pas de capitalisme, il n'y aurait pas d'extrême droite. Mais bon, c'est la même chose. Ah, pas forcément. Dans un sens, oui, mais pas forcément dans l'autre. Le capitaliste est extrême droite, d'accord, mais l'extrême droite n'est pas forcément capitaliste. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison de le préciser. L'un est inclus dans l'autre, mais voilà. Je troll beaucoup, je balance des punchlines comme ça, et des fois je réfléchis pas forcément à tout, et donc tu as tout à fait raison de le préciser, je te rejoins totalement. Donc, du coup, la finalité, ce serait le socialisme, tout simplement. Hein. Ou l'anarchie. Si on veut utiliser le mot qui fait peur, c'est l'anarchie. Mais, mais le mot joli qui plaît à tout le monde, c'est le socialisme, au sens marxiste du terme. Hein. Et toi, du coup, parce que, on me jette des choses comme ça à la figure, mais si tu devais créer un monde, quelle serait cette particularité et quelle en serait la finalité? Moi, pour le coup, je ferai un monde où il y a... la chaîne alimentaire, qui soit une connerie scientifique, mais vous voyez à quoi ça fait référence, hein, n'existe pas. C'est-à-dire que tous les êtres vivants pourraient survivre avec juste se nourrissant de non-vivants, donc de minéraux ou de soleil, tu vois. Et puis, je pense que ce serait un monde où la magie existe, mais c'est pas forcément la magie grandiloquente, mais juste... Vous voyez l'imaginaire des sorcières? On y revient, hein, ça revient à chaque fois maintenant. On va plus qu'y revenir, puisque... On va plus qu'y revenir. Il faudra que je parle de mon monde que j'ai créé pour le jeu dont on va parler aujourd'hui. Mais du coup, moi, je restais très vague exprès. Mais ouais, ce genre de magie, la magie discrète que j'appelle ça, tu vois, serait présente. Digne de la cartomancienne que je suis, évidemment. Quand j'amène le mystique, je l'amène de manière discrète, ambiguë, nécessairement. D'ailleurs, The Cosmic Wheel Sisterhood, tes nouvelles runs, ça s'est bien passé? Disons que quand t'as envie vraiment de foutre le sbulls, tu peux ne pas le faire qu'à moitié, tu vois. C'est... Ouais. Les quelques screens que tu m'avais envoyés allaient dans ce sens-là, mais ça me faisait marrer d'avoir ce fil rouge. On en parle la dernière fois, t'y joues, moi j'ai envie d'y rejouer, et du coup, on fait un petit point là-dessus. Là, du coup, c'est très, très... Quitte à avoir évoqué ce jeu, pour ceux qui, parmi vous, auraient joué à ce jeu-là, hein, qui seraient allés jusqu'au bout, pour cette question, j'ai failli répondre tout simplement le monde que l'ami de Fortuna, Eva, aurait rêvé, ce qui est texto l'une des fins, si vous voulez. Ça a failli être l'une des réponses que j'ai à cette question-là pour cet épisode-là, donc ça me fait rire quand tu l'as évoqué, parce que ça a failli être dans mon script. Et oui. Pour le coup. Voilà. C'est le monde des chats? Non, c'est le monde que l'ami avait rêvé. Donc l'ami qui, on rappelle de son vivant, était une militante végane et socialiste dans les années 60, 70, je crois. Ouais, 70, il me semble. 70, voilà. Donc, mais voilà, le genre de monde que je créerais, je pense. Ok. Et un monde où tout le monde, de manière intuitive, a un esprit plus ou moins kantien, tu vois, quand même. Parce que j'aime bien l'idée. Tu veux dire agir en tant qu'agent kantien? Oui.
C'est important de faire la distinction. Effectivement. On va préciser quand même, voilà, un agent ancien, c'est quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il estime que dans la même situation, enfin non, même quelle que soit la situation, je crois, c'est très absolutiste, Kantien. Quelle que soit la situation, il ne faudrait pas que cette action soit faite. Par exemple, mentir, c'est quelque chose qui serait plutôt vu de façon négative, selon Kant, et donc, en toutes circonstances, il faudrait toujours dire la vérité. Kant était très très extrême dans sa façon de penser, pour le coup, hein. C'est très 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 absolu. Une action est jugé moral d'après Kant si il est viable et souhaitable que toute personne dans une situation similaire la fasse. Oui. Donc, par exemple, à la question si Hitler enfant était en train de se noyer sous tes yeux, est-ce que tu le sauverais? Kant aurait répondu oui. Évidemment. Puisqu'il faut sauver les enfants qui se noient. Oui. On va pas faire un podcast politique. Enfin, non. Politique, si. Politique, si, mais pas philosophique. Non. Encore que c'est pas la dernière fois qu'on parle de philo quand même, mais... Non, mais le pire, c'est qu'en vrai, si, on fait un podcast politique et philosophique qui parle de jeux de rôle, je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais on ne va pas parler que de non, parce que là, sinon, moi, je vais enchaîner sur le fait que Kant n'est donc pas un utilitariste, il est un absolutiste moral. Et bon, voilà, après, du coup, il faut définir qu'est-ce que c'est l'utilitarisme et tout. Donc, la philosophie, quoi. Comme le disent les complotistes, faites vos propres recherches. C'est vrai. Ce qui est à la fois quelque chose qui revient souvent chez les complotistes, c'est sûrement la seule non-connerie qui balance, d'ailleurs, en règle générale. Oui et non, parce que ça, c'est des chercheurs de vérité, et donc ils vont chercher que les choses qui vont dans leur sens en ignorant parfaitement le reste. Non, blague à part, je vous mettrai en description de la vidéo, de l'épisode, une vidéo de Monsieur Phi qui est serez-vous utilitariste jusqu'au bout. Et comme ça, vous aurez un assez bon aperçu de ce que c'est l'utilitarisme par des exercices, on va dire, plutôt pratiques et pas juste théoriques. Tout à fait. Très bonne idée. Mais du coup, pour revenir quand même au sujet du jour, sujet du jour, on va y aller très rapidement parce que je n'ai pas de référence culturelle pour le coup. C'est très difficile à trouver, effectivement. Moi, je pense que c'est peut-être très 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 vaguement des vieux jeux vidéo, genre Popoulos, des trucs comme ça, où t'es littéralement un dieu parmi des humains et tu vas élever ta civilisation et tout. Donc, je pense éventuellement on pourrait vaguement utiliser ça, mais ça marche pas très bien. Ouais, non. Mais faute de mieux, voilà. Faute de mieux, il y a ça. Et puis t'en as un autre, From Dust aussi, un jeu un peu plus récent. Bon, il doit avoir une quinzaine d'années maintenant, donc un peu plus récent que Popoulos, mais c'est le même principe. T'as un esprit divin. Là, t'as même pas de corps. Non, parce que dans Popoulos, t'es quand même incarné dans un corps humain. Mais dans From Dust, tu es juste un dieu. Tu vas changer la topographie. Tu vas faire souffler le vent. Tu vas faire un certain nombre de choses. Donc ouais, un peu ces jeux-là où tu joues des dieux en fait. Effectivement. Mais vraiment, c'est en raclant les fonds de tiroir. Oui, totalement. On arrive à trouver des choses comme ça. Mais ouais, c'est quand même pas évident de trouver des références culturelles. Alors, Romaric, on aurait sûrement... Ah mince, j'ai dit son nom, non. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un jeu de Romaric Briand, ce qui est quand même assez drôle, quand on y pense, que depuis le temps que tu parles là-dessus, que ce soit moi la première à parler d'un jeu de Romaric Briand, forcé d'admettre, mais bon. Oui, alors, il va falloir que je dise quand même deux choses. C'est que on s'était dit, toi comme moi, qu'on allait faire cet épisode. Et en regardant, toi, tu me dis, ouais, mais mon jeu pour le mois de juillet, en fait, je suis pas trop sûr. Donc, il y a moyen. Je dis, bon, ok, on fait ça. Premier élément. Deuxième élément, c'est que moi, je voulais faire un épisode sur Vademecum, donc un jeu de Romaric Briand aussi, que j'ai mené en intégralité. J'ai une deuxième table qui est en train de se monter, ça a très bien marché, c'est super cool. Mais le problème, c'est que c'est un jeu à secret, et toi, tu n'as jamais joué à ce jeu. Et du coup, j'étais bien embêté quand la bise fut venue, puisque je ne savais pas comment mener l'épisode en disant les secrets ou en ne disant pas les secrets. Donc, je suis toujours en phase de réflexion, mais ça va faire presque... ça va faire 7 mois que je suis en phase de réflexion, je crois. Donc, compliqué. Mais écoute, je ne sais pas. Peut-être que je trouverai une solution un jour, ou peut-être que je t'aurais fait jouer au jeu avant, j'en sais rien. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, il y a des raisons pour lesquelles c'est toi qui parles d'un jeu de Romaric. Non, parce que à la base, quand même, cet épisode a failli être l'épisode du mois dernier, pour le coup. Oui, et du coup, c'est toi qui l'aurais fait. Et oui. Mais il faut aussi savoir que c'est moi qui t'ai fait découvrir ce jeu. Oui, totalement. Et même, on ira un petit peu plus loin Mais je te laisse dérouler. Je vais pas non plus tout dire dès l'intro. C'est pas très intéressant. Tout à fait. Mais donc oui, aujourd'hui, on va parler d'un jeu de rôle donc un petit peu spécial, cela dit. Et il est évoqué comme tel par l'auteur du
jeu, vu que c'est à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de billes. Ah, j'aurais dit jeu de cartes, mais oui, jeu de billes aussi, c'est vrai. Ouais, mais justement, c'est évoqué, là franchement, je cite, je sais plus je cite de quoi, si c'est dans le manuel ou dans un descriptif autre, mais en tous les cas, je cite du Romaric Brillant. Je sais pas d'où, mais je cite du Romaric Brillant. Mais voilà, donc ce jeu, en l'occurrence, il s'agit d'Ex Nihilo, donc qui est sorti en 2021 ou 2025, selon. On va y revenir plus tard. Mais en gros, si quand même, je peux faire la base, même si on aura dans le détail plus loin dans l'épisode. 2021, c'est la sortie numérique du jeu qui était disponible, qui est encore d'ailleurs disponible gratuitement. Qui est toujours, oui. Voilà. Et 2025, cette année, c'est la sortie payante, ce coup-ci, et papier du manuel. Surtout papier. Ouais. Papier, oui. Et qui contient d'autres choses supplémentaires, plus de contenu qui justifie, hormis le fait d'avoir un physique. Plus de contenu, alors je pense que tu vas le détailler à un Oui, c'est moment, ça. mais il y a effectivement tout un petit livret écrit par Antoine Morgenthaler sur la création des mondes, Voilà. qui est vraiment génial et qui est vraiment une très très forte valeur ajoutée de cette version papier. Mais on y reviendra justement une fois qu'on aura expliqué Naturel. ce que sont les mondes, justement. Romaric Brillant, pour le coup, ne le présente plus. C'est notamment l'une des personnes qui est derrière la cellule. La personne derrière la cellule, s'il en fallait une. Il y en a deux. Il y a lui et son épouse, voilà, Flavie Brillant. Ça, il y a Flavie Brillant. Et donc, notamment, une bonne partie de la création holistique a été et toujours d'ailleurs influencée par la philosophie. C'est pour ça qu'on en parlait aussi là, juste avant. C'est drôle. Cet épisode est vraiment un appât Romaric. Voilà. De toute façon, ayant lui-même fait des études de philo, ça fait sens. Quel jeu de mots incroyable. Mais alors, sens mort, sens renaissance, sens néant, sens cosmo, sens chaos. Parce que Sens, pour le coup, c'est la première, l'ensemble des premières œuvres holistiques de Romaric, pour le coup. Alors, même si officiellement, dans Sens, Romaric a juste trouvé des manuscrits qui dataient du XVIIIe siècle dans son grenier et l'a publié en faisant juste des notes de bas de page. Certes. Le mythe est important. Pour donner un exemple pour ce qui est de la philosophie, là pour le coup, c'est lui qui le disait en ces mots, l'univers de Sens a beaucoup été nourri par la métaphysique de Ludwig Wittgenstein, par exemple. Ouais, oui, c'est un grand Wittgensteinien, Romaric. Pareil, vous chercherez, comme pour Kant, vous chercherez tout le détail. Alors, c'est plus facile de définir Wittgenstein que Kant. Mais, oui, c'est vrai. Mais c'est en gros, en 2 mots. On est obligé. Tu as ouvert la boîte de Pandore. En 2 mots, Wittgenstein dit que le langage peut servir à décrire le monde. Le langage définit, montre les éléments du monde et les actions qu'ont les éléments du monde les uns sur les autres. Par exemple, là, je suis assis sur une chaise et il y a un mug sur la table. Donc il y a cette idée de relation entre 2 objets. Un objet n'existe pas sans relation avec un autre, et une relation n'existe pas sans objet. Et donc la finalité, on va dire un petit peu de Wittgenstein, c'est de dire en fait sur tout le reste, il convient de ne rien dire. Et donc en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que l'univers n'a que faire de la morale. Pourrait-on dire un petit peu comme ça, j'espère que je ne dis pas les conneries, parce que je sais que Romaric va forcément écouter cet épisode. Et que, en fait, si les gens ne sont pas d'accord, et notamment les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, c'est parce que le langage ne leur permet pas, en fait, d'avoir les mêmes termes pour s'exprimer. Oui. Mais vous ferez vos propres recherches, parce que ne vous fiez pas à moi. Achetez le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, il y a eu une nouvelle traduction entre guillemets récente, cela datait de 2018-2020 peut-être, qui est vachement bien, semble-t-il, d'après les experts. Donc allez-y, c'est pas mal du tout. Je l'ai acheté, j'ai commencé à le lire, c'est vachement bien. Pour justement, quitte à avoir parlé de Sens, je me permets une petite citation, qui est un extrait d'interview de Romaric à ce sujet-là, qui je trouve campe très bien le personnage, qui est, donc en parlant de Sens, de la première version de Sens. Sens Renaissance, donc. Sens Renaissance, voilà. Avec ce projet sous le bras, je décide de rencontrer des éditeurs. Le jeu est jugé dangereux et trop ambitieux pour être édité et distribué. Jugeant qu'il s'agit là de compliments, je décide de poursuivre l'aventure par le biais d'Internet en collaborant avec les anarchistes de silentdrift.net. Ils chamboulent littéralement ma conception du jeu de rôle et me familiarisent avec The Forge et la théorie LNS, donc ludisme, narrativisme et simulationnisme.
de Ron Edwards. Oui. Je découvre un jeu de rôle inconnu, fascinant, allant même jusqu'à se passer de maître de jeu. Et oui, c'est The Forge. Mais on n'arrête pas d'en parler. Juste, je vais rebondir sur cette citation, parce qu'il y a encore un autre truc qui rajoute beaucoup d'eau à ce poulain-là, c'est que Romaric Briand a commencé le jeu de rôle parce que on lui a dit « Ouais, mais c'est dangereux, machin et tout. » Et donc lui a dit « Ouais, c'est dangereux, on peut se mettre en danger. Vas-y, je veux faire du jeu de rôle. » Effectivement. D'où le fait que Sens soit jugé dangereux. C'est logique qu'ils le prennent comme un compliment, du coup. Mais j'adore le flow de cette citation. Genre, Oui. j'ai pris les éditeurs, ils m'ont trouvé dangereux. Je trouvais que c'était, je l'ai bien pris, je l'ai pris même comme un compliment. Donc je suis allé voir des anarchistes et on a continué le chemin. C'est un tout petit peu romancé parce que dans les faits, en fait, il est allé voir. Alors les éditeurs, je pense qu'ils ont dit d'aller se faire foutre, mais il est allé voir notamment, je crois que c'est le Glumph, qui est quand même une figure assez importante du jeu français, qui lui a dit écoute, moi je peux rien faire pour toi, mais va voir sur Silent Drift. Alors, ça enlève un peu de. C'est vrai que ça enlève un peu du flow. Non, juste du flow de la citation. Parce que c'est vrai que le flow de la citation est ouf, quoi. Mais il y a eu quand même cette rencontre avec le Glumph qui était très très importante. Oui, qui est pas anodine non plus. Alors du coup, Ex Nihilo, c'est quoi? Ex Nihilo, c'est... Ça sort de nulle part, cette histoire, encore. Hein. Oui, totalement. Pour ceux qui l'ont pas, vous chercherez ce que veut dire Ex Nihilo. Faites vos propres recherches. Donc c'est un jeu où chaque joueur joue le rôle d'une stéphière. Donc les stéphières sont des mortels qui ont été choisis par les dieux pour devenir des immortels, pour créer et contrôler des mondes et faire se réaliser la volonté des dieux. Juste pour l'anecdote, du coup, Stéphière, c'est quelque chose que Romaric a mal entendu à un moment, je sais plus ce que c'était. Si c'était un prénom, si c'était je sais pas quoi. Et du coup, il a entendu Stéphière, et il a dit putain, c'est trop classe. Et donc, il a noté, et beaucoup plus tard, il en a fait ce mot-là, qui ne veut rien dire. Donc, ne faites pas vos propres recherches cette fois-ci, parce que vous n'allez tomber sur rien en cherchant Stéphière. Il me semble que c'était un prénom, mais je me suis un peu sur le time. Mais en tout cas, voilà, l'anecdote est là. C'était la base d'avoir mal entendu quelque chose. Pour la Stéphière, qui, d'ailleurs, dans le correcteur orthographique de mon traitement de texte, a essayé de me le corriger en stagiaire, d'ailleurs, pour l'anecdote. Voilà. Parce que je trouve ça drôle pour un mortel qui subit une ascension pour être au service d'un dieu. Stagiaire, ça marche pas trop mal. Ces dieux, que sont-ils? Ces dieux, en l'occurrence, ils évoluent sur 4 temps particuliers. Alors, les temps, en l'occurrence, c'est des thématiques, narrativement. Les 4 temps d'Ex Nihilo sont le sang, la sève, l'encre et les larmes. Je vais rentrer dans le détail, bien sûr, pas de panique. Le sang, c'est tout ce qui touche aux animaux humains compris, bien sûr. Donc c'est la chair et le sang, en somme, hein, qui est symbolisé du coup par la couleur rouge. La sève, c'est donc tout ce qui est lié aux végétaux et aux champignons, qui sont pas des végétaux, mais qui, comme quasiment toutes les œuvres de fiction, sont compris dans la sève, comme souvent, qui sont symbolisés par la couleur verte. Ça, c'est ceux qui sont plus simples à appréhender. C'est ceux qui sont plus compliqués à appréhender, mais aussi du coup d'autant plus intéressants. Le temps des encres. Alors les encres, en l'occurrence, c'est tout ce qui est construction et concept abstrait. Donc les constructions, ça peut être tout ce qui est bâtiment et institutions ou réglementation faites par l'humanité, par la société humaine. Et donc les concepts abstraits, donc tout ce qui est loi, légende, contes, production artistique, les chansons, les comptines, ce genre de choses. Et pour finir, les larmes, qui sont mon temps préféré, personnellement, parce que je suis une grosse psychopathe. Moi, c'est les encres, écoute. Voilà. Les larmes, c'est tout ce qui touche aux épreuves et aux émotions destructrices. C'est la douleur, c'est la tristesse, ce genre de choses. Une catastrophe naturelle, d'ailleurs, c'est souvent à la fois des larmes et à la fois de la sève, par exemple. Ça touche sur les deux. Ces temps, d'un point de vue de jeu, ils sont symbolisés par des billes. Donc les billes, en l'occurrence, il y en a 60 qui seront répartis équitablement entre tous les stéphières en début de jeu. En l'occurrence, puis ça sera après une ressource qui sera utilisable. On va y venir. Chaque stéphière va avoir en début de jeu un objectif. Alors, du coup, les objectifs, ils sont au nombre de 9, qui sont donc face cachée. Chacun va piocher un objectif. Et soit, je vais décrire après les objectifs pour le coup, soit la stéphière accepte l'objectif et donc le prend et le garde caché, soit alors elle refuse l'objectif, si ça inspire pas par exemple,
la narration est importante, donc ça peut ne pas inspirer. Elle révèle l'objectif et le défausse, et en pioche un autre. Et donc les objectifs, ça va diriger en gros quel est le type de narration qu'une stéfière va vouloir essayer d'imposer à la narration, enfin à l'histoire. Les objectifs, pour le coup, il y en a 2 types. Il y a les objectifs qui sont liés à un seul temps et les objectifs qui sont liés à 2 temps. Les objectifs, en l'occurrence, du coup, c'est composé quand même de 2 choses. Il y a ce qu'on appelle le triomphe, qui donc dit narrativement à quoi correspond cet objectif, et la victoire, qui est juste C'est triomphe et techniquement courte victoire. Sur les cartes, c'est écrit victoire de Sèvres, par exemple. Mais c'est une courte victoire. Là, la vraie façon de gagner, normalement, c'est le triomphe. Ça, on en parlera dans à peu près 40 minutes. Non, j'en sais rien, je dis un totalement au hasard, mais on en parlera dans plus longtemps, quoi. Non, mais bon, c'est quand même important de distinguer les deux tout de suite. Mais donc la victoire, justement, effectivement, sur la fiche, c'est ça que je veux dire, sur la carte, c'est ce qui est appelé victoire, c'est une condition de points, en l'occurrence. Qu'est-ce qui fait que on en parlera quand on parlera des points, en fin de partie. Donc les objectifs, on a donc l'objectif de Sèvres, qui est donc forêt primordiale. La forêt règne sans partage, la civilisation s'est éteinte et la végétation fleurit. C'est des résumés, je précise, c'est beaucoup mieux dit dans les cartes, mais je résume. On va peut-être pas lire les 9 non plus. Voilà, c'est pour ça que j'y fais rapidement. L'objectif de sang, donc, c'est prolifération. Donc là, le sang, voilà, prolifère une grande population d'animaux. Donc, ça, c'est les monocouleurs. Oui, les monocouleurs, voilà. L'objectif de l'arme, donc, c'est la ruine. Ruine et désolé, voilà, la désolation, la mort. On notera qu'il n'y a pas d'objectif mono-encre, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Bah ouais, une civilisation sans forme de vie pour la créer, par exemple, c'est un peu bizarre, quoi. Ça serait compliqué. Et puis après, du coup, voilà, l'objectif bitype. Objectif sang et sève, ça va être la vie. Donc l'harmonie entre le sang et la sève. J'ai le générique d'Il était une fois la vie en tête. Oui, je ne te remercie pas. Je suis sûr que Romaric l'a fait exprès. C'est typiquement les références qu'il est capable de citer, donc... L'objectif de sang et de larmes, ça va être l'industrie, évidemment. Comment associer l'humanité, entre autres choses, à la douleur et au désespoir, l'industrie, quoi. Voilà. Ce jeu n'est pas politique, hein. Ben non, qu'est-ce qu'il y a. L'objectif de larmes et de sève, que j'aime beaucoup, c'est la nature hantée. Ouais, trop bien, nature hantée, ouais. La civilisation n'est plus, mais voilà, la sève est encore là, mais avec les stigmates des larmes. L'éveil, qui pour moi, franchement, est le plus compliqué à s'envisager, c'est l'objectif de sève et d'encre. Donc voilà, en gros, la sève s'éveille, comme indique le nom, et fait sa propre société, en s'abreuvant des larmes et du sang. L'objectif de sang et d'encre, donc c'est civilisation, ça c'est le plus classique. Voilà. Et pour finir, vraiment mon préféré, qui est celui que j'ai joué d'ailleurs dans la partie qu'on avait faite Apocalypse. Apocalypse, l'objectif d'encre et de larmes. Voilà. Les concepts prennent vie, voilà. Les cauchemars deviennent palpables. Enfin, bon, je pense que la bombe atomique est un bon truc d'encre et de larmes. Oui, totalement. On a ces objectifs, c'est bien gentil, on a nos temps, mais alors comment on construit cette fameuse narration et qu'on l'amène vers son objectif? Eh bien, c'est pour cela qu'il y a les mondes. On parlait depuis tout à l'heure des mondes. Alors, les mondes, c'est donc un paquet de cartes. Chaque carte représente un élément de ce monde qui a une thématique, un coût, une carte donnée. Donc, ça va être... Tiens, est-ce que tu as un exemple sous la main? Moi, j'ai une carte à un temps de sang qui s'appelle Gibier foisonnant. Voilà. C'est des animaux qui sont dans la forêt, quoi. Donc, est-ce que tu veux faire l'anatomie d'une carte? Oui, c'est ce que je faisais faire, ouais, c'est ça. Donc, bon, du coup, d'abord, une carte, c'est évidemment un titre, un nom qui décrit... ce que ça représente de manière simple. Gibier foisonnant, donc. Ensuite, ça a un texte d'ambiance qui explique un peu la situation de la carte au sein du monde. Débarrassé de son principal prédateur, l'humain, le gibier prolifère. Et ça a un coût temporel, c'est-à-dire quels sont les temps que ça coûte à un hockey. Donc, il peut aller de 1 à 3. Voilà, c'est à un temps, donc c'est un temps de sang. Sachant que si ça coûte 2 ou 3 temps, ça peut être plusieurs types de temps différents. Ou un seul type. Oui. Si tu veux, j'ai un autre truc à un temps qui est beaucoup plus vénère. Hein. Oui, pourquoi pas, notre exemple, admettons. Non, je vais prendre le truc tragique. Je vais pas prendre le truc misandre, même si c'est rigolo. Voilà, donc j'ai un temps de larmes pour te faire plaisir. Mm-hmm. J'en suis très fier de celui-là, donc c'est pour ça. Écho de pleurs.
Certaines personnes jureraient avoir entendu les pleurs d'un enfant au loin, mais personne n'a jamais rien trouvé, même après de longues recherches. Je trouve que ça permet très bien de montrer ce que ça peut être, ce que peut représenter le temps des larmes, pour le coup. Oui, ça a particulièrement de sens dans mon monde. Donc, voilà. Mais donc voilà. Et donc donc là voilà, c'est des exemples. Et donc ces cartes-là vont composer un monde qui a une thématique, une cohérence interne, mais qui est capable d'interagir avec d'autres mondes, vu que chaque stéphière a son propre monde et que ces mondes-là vont interagir entre eux, bien sûr. Donc au fil des tours qu'on va décrire par la suite, les stéphières, chacune leur tour, vont invoquer, vont jouer ces cartes-là. Et ça va faire avancer la narration, ça va créer ce monde commun et qui va voir dans la narration aller vers un objectif ou un autre. Les mondes, pour le coup, ils sont... Là qu'on va faire une petite aparté. Sur le principe, à la base, la création de monde, c'est fait juste avant la partie. Chaque stéphière souvent crée son monde, ce qui peut être assez long et fastidieux, fort heureusement. Outre le fait que maintenant que le jeu a quelques années derrière lui, sur le site, on vous mettra un lien, il y a une liste de mondes qui a été créée par la communauté qui est directement disponible. Mais outre ça, la version papier, justement, dont on parlait tout à l'heure, contient 2 mondes complets prêts à l'emploi. C'est comme ça qu'on a joué d'ailleurs dans notre première partie. Ce qui est bien pratique. Oh oui. Parce que autant j'ai pris un très grand plaisir à créer mes mondes par la suite, autant je dois t'avouer que devoir créer son monde de prime abord juste avant sa première partie, quand tu arrives en plein dedans, ça peut être un peu raide, comme je pense. Ben, c'est un des grands avantages, effectivement, de cette version papier, d'avoir déjà 2 jeux prêts à jouer, même si, bon, techniquement, tu as aussi les mondes qui sont disponibles sur le site d'Ex Nihilo, donc sur romaricbrillant.fr/Ex Nihilo, si je ne dis pas de bêtises. T'as des mondes que tu peux télécharger, que tu peux imprimer, mais oui, donc dans la version papier, tu as effectivement 2 jeux qui sont déjà pré-tirés. La Montagne Argentée et l'autre, c'est Les Pluies de Sabbat. Oui. Totalement. Et moi, je jouais les Montagnes Argentées. J'ai beaucoup aimé la thématique de ce monde, d'ailleurs. Tant qu'on y est, on va faire du coup notre aparté version papier. Oui. Outre le fait d'avoir du coup les règles en physique et ces 2 mondes préfaits. Autre avantage du coup de la version papier, de la version physique, on va dire du coup, hein, Oui. c'est qu'elle vient aussi avec un sac de billes plates que j'ai pas loin là, juste ici. Moi aussi, je l'ai pas loin. Voilà. De billes plates de couleurs, voilà, les 60, 15 de chaque temps, prêtes à l'emploi, pareil, c'est particulièrement pratique. Et donc, comme tu l'avais évoqué, un livret supplémentaire écrit par Antoine Morgenthaler sur justement un guide pour la création des mondes, justement, qui est très bien foutu. On y reviendra un petit peu après, je reviendrai un petit peu dessus sur comment créer un monde. Je n'aurai évidemment pas le détail, mais à peu près que vous voyez la composition. Mais qui est très pratique, sachant qu'en complément de ça, moi c'est ce que j'ai fait en attendant que mon exemplaire arrive, il y a aussi sur YouTube une rediffusion de live où Romaric et Antoine se prêtent à l'exercice de créer un monde, justement d'ailleurs, qui est très bien aussi. Oui. On mettra beaucoup de liens sur cette vidéo, je pense. Tant qu'on est sur la parenthèse, c'est quelque chose à dire sur la version physique, enfin sur tout ce qui est sorti de cette année? Eh ben oui, j'ai quelque chose à dire. Quelque chose d'important, même, je pense, à dire. Mm-hmm. C'est au niveau des ventes et de l'investissement de Romaric sur la sortie de cette version physique. Romaric a investi 3 000 € pour cette version papier d'Ex Nihilo. Cette version physique, devrais-je dire, tu as raison, je ferais mieux de te rejoindre là-dessus. Et il vend le jeu 36 €, donc je sais pas exactement la marge qui se fait dessus, hein. Je sais pas 3 000 € combien ça fait d'exemplaires d'Ex Nihilo physique, d'accord? Je ne sais pas. Actuellement, c'est un chiffre que je tiens du live d'hier soir, d'accord? Donc je pense pas qu'il y ait une très grosse différence depuis hier soir. Sachant que du coup, on enregistre le 10. Le 11, ouais, pardon. Le 11. Donc c'était le live du 10 au soir. Donc c'était le live 3 Trolls PMU numéro 2. Qui était fantastique, soit en passant. Romaric disait, bah ouais, j'ai investi 3000 balles dans Ex Nihilo et j'ai vendu 10 exemplaires. Donc j'ai récupéré 360 € sur mon investissement. Sachant que, Alice, tu as acheté un jeu et que moi j'ai acheté un jeu, ça veut dire que déjà, à nous seuls, nous sommes responsables de 20% des ventes du jeu. Ouais. Et c'est dommage parce que franchement, cette version physique est vraiment super cool en plus. Ben, on est là pour en parler et n'en dire que du bien. Mais alors, du coup, je vais continuer quand même parce que si vous êtes indécis ou indécise ou indécix, plus cool. J'étais obligé de faire cette blague, je suis désolé. Je m'excuse auprès de toutes les personnes non binaires. Je valide la blague, cela dit, hein, mais... Très bien, merci. Tu m'absous de mes péchés.
vraiment achetez le jeu parce que là, les 2 dernières années de romericbrillant.fr, donc l'entreprise de Romeric Brillant, sont catastrophiques. Il va probablement déposer le bilan et il en est à un point où il se dit ces versions physiques d'Ex Nihilo, je vais les donner aux gens qui m'achètent d'autres jeux tellement personne n'en achète. Donc, je lance le hashtag faisons mentir Romeric. Achetez un exemplaire d'Ex Nihilo, c'est 36 € plus 6 ou 8 € de livraison, je sais plus, c'est pas cher. Et faites mentir Romeric. Il faudrait réussir à acheter plus d'exemplaires d'Ex Nihilo parce que c'est un super jeu. Alors d'accord, il y a la version gratuite sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas, notamment, je veux vraiment mettre l'accent dessus à un point, vous n'imaginez même pas, ce livret d'aide à la création des mondes par Antoine Morgenthaler, c'est une pépite absolue. Oui. C'est vraiment, c'est un petit peu, je pense que ça pouvait être la faiblesse du jeu, en fait, avant ce truc-là, de dire, waouh, comment on crée un monde et tous les temps, les machins, les trucs. Mais ce document est super simple, ça donne une méthode très efficace pour créer des mondes. Moi, j'ai créé un monde, je crois que ça m'a pris 2 heures à peu près. On peut y passer plus de temps, hein. C'est pas une course du tout, mais voilà. Et je me suis jamais senti perdu. Il y a des moments où je dis, merde, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais mettre à ce moment-là. J'ai pas suivi scrupuleusement le guide. Notamment, je faisais mes textes d'ambiance en même temps que je créais tout. Ça, c'est un détail. Mais non, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Et puis, c'est un jeu qui mérite d'être joué, tout simplement. C'est un jeu qui mérite vraiment d'être répandu. Parce que c'est vraiment... Moi, j'ai jamais vu un jeu comme ça. T'as vu, je suis gentille. Je te laisserai le développer. C'est ton épisode, après tout, hein. Mais notre épisode. Voilà. C'est vrai, notre épisode. Il n'y a plus de propriété privée. C'est notre épisode. C'est ça. Achetez-le. Il vaut le coup. Puis merde, c'est pas tous les jours que vous avez l'occasion de faire mentir Romeric Brillant. Non, c'est vrai. Même si vous le détestez, achetez-le parce que vous le détestez. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Alors, Romeric, on s'occupe de ta com, t'inquiète pas. Je ne couperai pas ça, hein, ce sera dans l'épisode, Romeric l'entendra. Totalement. D'ailleurs, il faudra que j'hésitais, je voulais le tester un petit peu, le playtester mon monde, mais je vais le mettre aussi, j'enverrai à Romeric mon monde pour qu'il soit sur le site. Il faudrait que je finisse le bien. Il faudrait que je finisse le premier, j'ai à peu près une petite dizaine d'idées, et j'ai toujours pas fini. Enfin, le premier, le deuxième, techniquement, mais il faut que je m'y remette. Ah oui, et puis sur le site aussi, par contre, ça c'est hyper important. Il y a, voilà, après, voilà, moi j'ai choisi de pas l'utiliser au final, mais bon, c'est quand même bien pour créer son monde. Il y a un PDF avec des champs qu'on peut remplir sur les cartes. On met les temps, les machins, les trucs, et c'est super facile à prendre en main, quoi. C'est ça. Il y a des templates de cartes, et ça paraît, c'est assez pratique pour le coup. C'est ça. Bon, moi, après, j'ai dit, ok, c'est bien. Donc, moi, je me suis servi de ça pour brouillonner, on va dire, mon monde. Et après, j'ai dit, mais en fait, je veux que mon monde ait une identité visuelle, même sur ses cartes. Donc, je suis passé sur Photoshop, j'ai fait des trucs, j'ai fait des bidules. J'ai dit, ok, c'est bon, j'ai mon visuel. C'était la petite parenthèse version physique et création de monde. Les mondes sont faits. Je reviens à la partie. Donc, comment se déroulent les tours d'Ex Nihilo ? Le déroulé d'un tour donné, c'est assez simple. Alors oui, non, quand même, avant de parler du cœur en tant que tel, avant de commencer une partie, une fois que chacun a ses objectifs, quand on commence, on met en marche un timer. Le temps n'est pas fixé. Le manuel quand même parle de 45 minutes comme étant un bon temps de partie. Oui. Mais vous mettez le temps que vous voulez, sachant qu'il y a 2 façons de mettre fin à la partie. La fin des temps arrive soit quand le timer arrive à 0, et dans ces cas-là, il y a 5 tours bonus après que le timer arrive à 0. Soit alors quand une stéphière doit piocher et qu'elle ne peut plus piocher, dans ces cas-là, la partie s'arrête immédiatement. Au contraire des 5 tours bonus quand c'est le timer. Une fois qu'on est dans le cœur de la partie, donc piocher des cartes, on a toujours des cartes en main. Première chose à faire au début de son tour, vérifier qu'on a 9 cartes en main. Si on en a plus, on défausse les cartes qu'on a en trop. Une fois que ça c'est fait, on a du coup 3 unités d'action disponibles. Avec ces 3 actions, on peut faire pléthore de choses. Déjà, on peut jouer une carte, du coup. Donc, quand on joue une carte, donc là, on a fait l'anatomie des cartes tout à l'heure. Comment ça se joue ? Donc, on la pose sur le terrain. On énonce son nom et puis ensuite, on lit son texte d'ambiance pour l'amener dans la narration. Sachant que jouer une carte, ça coûte le même nombre d'actions que ça coûte de temps. Une carte à 1 temps, ça coûte 1 action. Une carte à 2 temps, ça coûte 2 actions. Et une carte à 3 temps, ça prend 3 actions. Sachant que on peut soit invoquer la carte seule,
ce cas-là, voilà. Soit alors, on peut la mettre en relation avec une ou des cartes. Déjà sur le terrain. Je ne fais aucune blague sur René, mais je n'en pense pas moins. Je réfléchissais, pas activement, mais je faisais, tiens, ça ferait un jeu de mots, je me demande si... Voilà. Oui, Voilà. oui, ça en fait un. C'est fait, sans faire. Donc, quand on met une relation... alors, pour pouvoir mettre en relation une carte avec une autre, on doit pouvoir les connecter avec leurs coins, donc les 4 coins d'une carte, leurs coins respectifs. Donc, une carte peut être connectée avec maximum 4 autres cartes. Sachant que on peut connecter l'une de ces cartes avec n'importe lequel des coins de ces autres cartes. Par contre, quand il s'agit de connecter ces cartes aux cartes d'autres staffières, on ne peut le faire qu'avec les coins supérieurs. Sachant qu'on peut jouer à 4, juste, je précise. Oui, on peut jouer jusqu'à 4. Si, par exemple, je veux connecter des cartes avec celles de mon voisin de droite, je ne peux connecter qu'une seule de mes cartes avec les siennes. Oui, totalement. C'est important de le dire. Tu fais bien. Donc, d'un point de vue narration, quand on connecte du coup, 2 cartes, on les met en relation narrativement aussi. Donc, après avoir énoncé l'identité de la carte et son texte d'ambiance, on doit aussi faire une phrase, faire une narration pour expliquer le lien entre ces 2 cartes-là. Ça doit avoir un sens narratif. On va lire l'exemple du résumé des règles. Oui. Donc, s'il y a la carte épée qui est posée et qu'on joue la carte frais et que je pose la carte frais sur la carte épée, je vais dire, par exemple, frais se saisit de l'épée. Voilà. Ça peut être des choses très simples comme ça peut être des choses extrêmement complexes aussi. Oui. Mais normalement, c'est en une seule phrase. C'est ça. C'est-à-dire que techniquement, tout est connectable. La seule limite, c'est votre propre imagination et votre capacité à tordre... Oui, parce que bon, on l'a dit sans le dire, je pense, jusque-là, on l'a dit sans le dire, mais c'est un jeu de cartes, mais aussi un jeu narratif. Oui. Donc les cartes sont là pour offrir un support, on va dire un cadre, à la fois un cadre et à la fois un support à la narration. C'est ça. Et si jamais la narration, c'est pas net, mais je sais que tu vas y venir après, bah, ça reste un jeu de cartes. C'est ça. D'où la distinction qui a été faite tout à l'heure à demi-mot entre la narration et les points. Les points sont là quand la narration n'est pas suffisamment claire, mais une fois encore, on y reviendra. Mais oui. Donc voilà, ça c'était pour jouer une carte, sachant que donc la mise en relation de 2 cartes, elle est gratuite si jamais l'une des 2 cartes qu'on connecte, c'est une carte qu'on vient de jouer. Mais on peut aussi utiliser une action pour mettre en relation des cartes qui sont déjà en jeu. Ça prendra une action. Une autre action donc, que l'on peut faire, c'est imposer un rapport de force entre 2 cartes. Donc ça aussi, ça prend une action. Alors qu'est-ce qu'un rapport de force ? Je précise, on a presque fini d'expliquer les actions. Il n'y a pas beaucoup d'actions en fait possibles. Oui. Le rapport de force, ça va. La simulation est un peu plus complexe à prendre en main, mais ça va. Ah ouais. Si. Enfin, si. Là, le rapport de force, il y a vraiment une cohérence narrative. Oui, c'est-à-dire que la simulation narrativement, c'est un peu plus... très déconnectée. D'ailleurs, la narration est optionnelle pour cette action, donc c'est dire. Ouais. Donc, un rapport de force, c'est quoi ? Parce que les temps, je vous les ai présentés de manière séparée, mais chaque temps a des connexions, des relations avec les autres temps. Chaque temps est fort face à un autre temps et faible face à un troisième temps. Et neutre face au quatrième. Et neutre face au quatrième. Alors du coup, narrativement, ça va dépendre des temps. En l'occurrence, le sang cultive la sève, il l'exploite. Derrière, la sève détériore l'encre. Imaginez la vision du post-apo où la nature a repris ses droits, c'est vraiment l'idée. L'encre derrière apaise les larmes sur le papier. Des fois, elle les crée, mais c'est autre chose. Dans le cas d'Ex Nihilo, l'encre apaise les larmes. Et pour finir, le plus évident, les larmes affectent le sang. Donc, quand on fait un rapport de force, donc qu'est-ce que c'est un rapport de force ? C'est déjà quelque chose qui ne peut être fait que entre 2 cartes qui sont en relation. Oui. Donc, c'est déjà des notions qui ont un relationnel narratif déjà introduit. Donc, ça peut être fait que si le nombre de temps... Donc, on fait un rapport de force toujours entre 2 temps donnés. C'est-à-dire que si dans le rapport, il y a des cartes qui ont 2 types de temps, par exemple, ou 3 types de temps, il n'y a quand même qu'un seul type qui prend en compte pour chaque carte donnée, évidemment. C'est un petit peu compliqué. On peut faire un rapport de force que si le nombre de temps forts est supérieur ou égal au nombre de temps faibles sur ces cartes données. Oui, c'est-à-dire si vous avez un rouge, vous pouvez pas manger une forêt, quoi. Si vous jouez la carte petit cochon mignon, vous pouvez pas manger la forêt éternelle du commencement primordial. Voilà, exactement. Par contre, si vous jouez
un cultivateur qui est connecté à un champ de papyrus, par exemple, vous pouvez assécher le champ, quoi. Trop récolter. Et... Oui. Voilà. Narrativement, c'est un peu ça. Ou si vous êtes, si vous avez une mare de pétrole, des gens peuvent venir mourir dedans. Voilà, aussi. par exemple. Donc, souvenir de notre première partie où vraiment on a failli avoir tout un axe sur une mare de pétrole où des gens venaient et mouraient en boucle. Voilà. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Ce qui aurait pu m'aider pour l'apocalypse, mais ça n'a pas été suffisant. Oui. Non, bah après, moi, si j'avais eu nature hantée jusqu'à la fin, en disant non, elle devient vivante, elle approche, elle tue les gens. C'est vrai que ça a été cool. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait un rapport de force, hormis la narration, parce que du coup, on fait une narration pour expliquer comment ce rapport de force a eu lieu. Surtout d'un point de vue ludique, la personne qui est vainqueur, donc la personne qui est propriétaire de la carte des temps forts dans ce rapport, prend un temps des temps faibles dans la carte vaincue, on peut dire, et le rajoute à sa réserve de temps. Ce qui est très fort, parce que quand on joue à 2, on n'a que 30 temps, quand on joue à 3, on n'a que 20 temps, et quand on joue à 4, on n'a que 15 temps. Donc pouvoir prendre le temps des autres cartes pour pouvoir les jouer soi-même, c'est assez puissant. Oui. Voire prendre le temps des autres cartes pour ne pas les jouer, faire en sorte qu'on n'est pas sur le terrain, comme j'avais fait de la rétention de sève moi, dans notre partie. Aussi, ouais. Ça marche aussi. Sachant que, du coup, si une carte peut perdre une partie de ses temps, ça veut dire qu'une carte peut perdre tous ses temps. Quand une carte perd tous ses temps, ça veut dire que son temps est révolu. Et dans ces cas-là, le joueur qui retire le dernier temps de cette carte choisit si elle retourne dans la main de son propriétaire ou si elle va dans la défausse. Donc, la très très grande majorité des cas, pas tout le temps, dans la grande majorité des cas, si vous enlevez le dernier temps d'une de vos cartes, vous allez vouloir la récupérer dans votre main. Si vous enlevez le dernier temps d'une carte de votre adversaire, souvent elle va aller dans la défausse. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent ce qui va se passer. Ah, j'ai retrouvé. La défausse s'appelle l'au-delà. Oui, l'au-delà. Où ça, j'aurais pu utiliser les termes, c'est un fait. Pour la peine, c'est un jeu qui utilise beaucoup de termes. Pas de façon à nous perdre, hein. Attention, c'est pas le but. Mais voilà. Mais voilà, du coup, le rapport de force, le nerf de la guerre des objectifs. Pas forcément. Pas forcément. Honnêtement, le nerf de la guerre des objectifs, c'est de jouer des cartes. Hein. Oui, mais je trouve que narrativement, ça permet de... Enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que je jouais l'Apocalypse pour le coup, mais oui. Narrativement, je sais pas, je trouve que ça... Enfin, c'est vrai que tout a un potentiel tactiquement, mais... Si t'as forêt primordiale, par exemple... voilà, si t'as vie, pas forcément, quoi. Alors, vie, non, c'est vrai. Forêt primordiale, je le vois bien comme une offensive sur la civilisation et sur l'encre, mais effectivement, vie, ça fait c'est très plus, voilà. On joue des cartes, on joue... Civilisation non plus, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, ça dépend... Effectivement. Moi, j'avais joué, je crois que c'était Civilisation, la dernière partie que j'ai faite, et j'ai pas utilisé beaucoup de rapports de force, en fait. Enfin, si, parce que j'ai détruit un désert. Il y avait un désert, c'est la première carte que mon adversaire a posée. Moi, j'ai mis une société de gens qui habitaient là, et au fur et à mesure, j'ai détruit le désert, mais en ajoutant des cartes, des récoltes, des machins, des forêts, des trucs, en même temps, pour amener justement cette histoire de non, on domine cet environnement qui est stérile, on en fait une terre cultivable, on en fait quelque chose, tu vois. Et voilà, mais c'est les seuls rapports de force que j'ai fait, ça a été pour casser ce désert. Ouais. Et encore, je l'ai laissé à une seule bille. Tu vois, j'ai fait exprès de pas le détruire totalement, j'ai laissé à une seule bille. Ouais. Mais donc voilà pour le rapport de force. Et il y a une dernière action, techniquement 2 vu qu'on peut passer son tour, mais il y a une dernière action qui est possible, qui elle aussi prend une unique action, c'est l'assimilation. Alors, l'assimilation, c'est en gros la relation qui existe entre les temps qui sont neutres entre eux. C'est-à-dire le sang et l'encre et la sève et les larmes. L'encre instruit le sang et la sève se nourrit des larmes. L'assimilation, ça peut être déjà, comme tu le dis, la narration en est totalement optionnelle, mais qu'il soit possible tout de même d'en énoncer une. C'est écrit. Hein. Vous pouvez faire une phrase pour expliquer comment la première carte influence la deuxième, alors que dans imposer un rapport de force, c'est écrit vous devez faire une phrase pour expliquer ce rapport de force. C'est ça. L'assimilation peut être faite entre 2 cartes, même si elles ne sont pas connectées. C'est des interactions dans le monde, dans les mondes. C'est une action qui est beaucoup plus symétrique, sur le papier en tous les cas, vu que ce qui se passe, si vous voulez faire une assimilation, par exemple une assimilation entre le sang et l'encre,
Première étape, vous prenez un sang d'une de vos cartes, avec les conséquences que ça a si c'est le dernier temps de la carte, bien sûr. Vous prenez un temps de sang de vos cartes, vous le remettez dans votre réserve de temps, puis vous désignez sur l'une des cartes d'une autre stéphière un temps d'encre, et la stéphière reprend ce temps d'encre et le rajoute aussi à sa réserve. Voilà, sachant que ça aurait pu être absolument l'inverse, hein, littéralement la situation opposée. Hein, oui, bien sûr. Dire, je me remonte une encre, tu te remontes un sang, mais il faut effectivement désigner la carte. Et bon, pareil, ça peut être de la sève sur des larmes ou des larmes sur de la sève. C'est ça. C'est une sorte, voilà. C'est une assimilation, c'est une sorte d'auto-annulation des temps entre eux. Ouais, tu récupères les temps, mais bon, ça peut permettre de détruire une carte qui a rien de connecté sur elle, qui te permette de le faire. Quoi. Totalement. Ou d'affaiblir une carte qui, du coup, ne peut plus détruire ce qu'il y a sur ta carte à laquelle elle était connectée. Oui, puis vu que les rapports de force, comme les assimilations, coûtent tous les deux une action et que tu as 3 actions par tour, tu peux enchaîner une assimilation puis un rapport de force derrière. Oui, tout à fait. Par exemple. Donc ça, c'était toutes les actions, sachant qu'il y a toujours la possibilité de passer une action. Voilà. Il faudra des actions que vous n'avez rien à en faire. C'est très important. Et ça a comme conséquence de vous faire piocher une carte. Sachant qu'à la fin de votre tour, vous piochez 2 cartes quoi qu'il advienne. Du coup, vous piochez 2 cartes plus une carte pour chaque action que vous avez passée. Donc on peut potentiellement piocher 5 cartes dans le tour si on n'a plus grand chose en main. Ça peut être utile. Sachant qu'on rappelle qu'au début de votre tour, si vous avez plus de 9 cartes, vous devez défausser l'excédent. Et aussi qu'une fois que vous ne pouvez plus piocher de cartes alors que vous devriez en piocher, la partie s'arrête aussi. Oui. Donc piocher beaucoup, c'est pas forcément une bonne idée. Sachant que bon, si on joue à 45 minutes, c'est à peu près impossible d'arriver à la fin de son deck, à moins d'avoir tous ces neurones qui sont connectés et d'utiliser 100% de son cerveau en permanence, quoi. Oui, voilà, à peu près. Voilà, faut quand même le temps de faire une histoire avec les éléments qu'on a vers l'objectif qu'on a, d'essayer de deviner l'objectif de l'autre aussi pour essayer de le contrecarrer, mais pas que. Tu vas y venir aussi après, là, ce qui se passe à la fin. Voilà, le but c'est quand même de tirer la narration vers notre objectif. Sachant que je tiens à dire que là, de manière expliquée, ça a l'air velu, c'est beaucoup plus simple que ça n'a l'air quand on est face au jeu. C'est un jeu qui est en vrai assez simple. Oui, il faut faire une partie pour rien, juste pour voir, quoi. Totalement. Mais oui, le rapport de force, ça fait peur. L'assimilation, ça fait extrêmement peur. Mais en jeu, ça va. On voit ça naturellement. D'ailleurs, de toute façon, la version physique, oui, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas rajouté, la version physique contient aussi une aide de jeu en format A4 où il y a absolument tout de... A3 même. A3 même. Oui, A3. Sachant que cette aide de jeu est trouvable sur le site internet aussi. Oui, elle y est aussi. Mais voilà. D'ailleurs, sachez que je l'ai de déplié là actuellement et que je regarde là pour cet épisode, j'ai plus regardé l'aide de jeu que mon conducteur. Tout à fait honnête. Mais donc voilà, une fois qu'on arrive à la fin des temps, donc soit à la fin du chrono plus 5 tours, soit une fois que qu'une stéphière n'a plus de cartes, il est temps de désigner le vainqueur de la partie. Pour ça, il y a 2 phases. Il y a d'abord ce qu'on appelle la phase de divination. Donc la phase de divination, c'est simple. Tout le monde va prendre un papier et écrire sur son papier ce qu'on pense être l'objectif des autres stéphières. Une fois que tout le monde a fait ses prédictions, chacun révèle son objectif. S'il n'y a que 2 stéphières, si vous jouez à 2, vous gagnez 6 points de victoire si vous avez deviné l'autre objectif. À 3 joueurs, c'est 3 points par objectif deviné. Et à 4 joueurs, c'est 2 points par objectif deviné. Sachant que voilà, c'est une phase qu'on fait en amont, mais il est possible que les points n'aient absolument aucun intérêt. On va y venir. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est si on joue avec les points, quoi. Mais bon, nécessairement, cette phase de divination est obligée d'être faite avant les débats. Oui. Du coup, on note ça dans un coin au cas où. Donc ensuite, il y a la phase de triomphe. Parce que oui, de base, pour une véritable victoire, donc une victoire triomphante, un triomphe, c'est une décision qui est prise de manière collégiale, qui est prise de manière à la discussion. Donc une fois qu'on connaît les objectifs de tout le monde, on se remémore les moments forts de la partie, on discute de l'histoire qui a été racontée, et dans cette discussion, on essaye de voir est-ce qu'il y a un objectif qui a été vraiment privilégié par rapport à d'autres, est-ce que vraiment l'histoire tendait vers un des objectifs de stéphière. Si c'est le cas, que tout le monde est d'accord là-dessus, dans ce cas, la victoire est admise sur cet objectif-là. Ça ne veut pas dire que les autres ont perdu. Ça reste une histoire qui a été collaborative. Le triomphe vient d'un objectif, mais ça ne veut pas dire que le non-triomphe n'est pas une défaite, si vous voulez. C'est important, je trouve. Oui. Mais bon,
Souvent. Oui, d'ailleurs, et je trouve que c'est important pour un jeu comme ça où la victoire peut être décidée de manière collégiale. Donc, à l'impression, il y a un petit paragraphe qui est écrit en gras dans le manuel sur le fair play, en gros. S'il y a une décision de ce genre, les stéfiaires sont magnanimes, ils savent reconnaître leurs défaites, les unes s'inclinent avec respect, si les autres savent triompher avec humilité, c'est important. Et c'est bien que ça soit dans le manuel, je trouve. Très important, oui. Croyez en quelqu'un qui a fait du judo pendant toute son enfance et dont le seul et unique trophée a été un trophée de fair play. C'est très important, je trouve. Et puis même, ça va au-delà de ça, je crois. C'est si tu perds une partie en admettant la victoire de l'autre, tu as le droit de choisir librement ton objectif, je crois. La partie suivante, je sais plus, il y a une règle comme ça. Oui, non, mais c'est ça. C'est quand tu es en duel, tu peux négocier le droit de choisir ton objectif si tu as su accorder le triomphe à son adversaire. Du prochain voilà, c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Mais bon, des fois, c'est pas aussi clair. Des fois, c'est pas aussi évident que ça. Donc, quand le débat n'arrive pas à dégager un objectif vainqueur bien précis, il faut du coup se référer au point. Sachant qu'une victoire par point, c'est une courte victoire. C'est une victoire sans panache, mais ça reste une victoire quand même, bien sûr. Pour les points, du coup, il y a 4 façons d'avoir des points. Donc, comme on l'a vu, il y a la divination, qu'on a vu tout à l'heure, qui a été fait en amont. Ensuite, il y a les rejets. Alors, c'est quoi les rejets? C'était au tout début de la partie. C'est pour les objectifs. Comme je l'ai dit, quand on pioche un objectif, si l'objectif ne convient pas, qu'on le révèle et qu'on le défausse pour en prendre un autre, on appelle ça un rejet. Donc, pour chaque rejet qu'on a fait, les autres stéfiaires gagnent 1 point. Ce qui n'est pas énorme, mais qui peut faire la différence. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les thématiques. Alors, les thématiques, pour le coup, c'est quelque chose qui a été fait pendant la phase de débat, juste avant. Enfin, souvent qui est fait à la suite, d'ailleurs, si on sent qu'il n'y a rien qui se dégage, comme vainqueur évident. Durant cette phase de discussion, les stéfiaires vont finir par trier les objectifs, les 9 objectifs, pas que des stéfiaires, l'intégralité des objectifs, par ordre de présence dans la narration. Plus un objectif a été présent, plus on le met haut dans le classement. Et donc, selon l'emplacement des 9, par rapport aux objectifs des stéfiaires, l'objectif dont les thématiques sont le mieux abordées, le plus présent, donne 3 points à la stéfiaire concernée s'il y avait une stéfiaire attachée à cet objectif-là. Le 2e et 3e, c'est 2 points. Le 4e, 5e et 6e, c'est 1 point. Et puis les 3 derniers objectifs ne gagnent aucun point de victoire par les thématiques. Et pour finir, il y a les billes. Les billes, pour le coup, c'est les objectifs dont on parlait tout au début. C'est drôle d'ailleurs comme on remonte l'épisode dans le sens inverse de plus en plus loin dans l'explication. C'est vrai. C'est la deuxième partie des petites fiches d'objectifs, sachant que c'est la même mécanique pour chacun des types d'objectifs. C'est-à-dire que pour tous les objectifs à un temps, le nombre de points gagnés, c'est le nombre de billes de ce temps-là sur le terrain à la fin du jeu divisé par 2, c'est le nombre de paires. Sur l'ensemble du plateau, c'est-à-dire pas que ce qu'on a joué nous, c'est très important. Très important sur l'ensemble du plateau. Plus 5 points si ce temps-là, le nombre de temps, est strictement supérieur à l'intégralité des autres temps. Individuellement, j'entends bien sûr. Pour les objectifs à 2 temps, pour le coup, ça, c'est 1 point par paire de temps, des 2 temps, qui est pareil sur le plateau à la fin du jeu. Donc, en gros, c'est le nombre le plus petit entre le nombre d'un temps et le nombre de l'autre temps, en somme. En effet. Et donc, voilà, on additionne tous ces types de points-là. Et ça me permet de dégager une victoire courte, même malgré l'absence de consensus. Donc, ça, c'est tout pour Ex Nihilo du coup. J'avais noté faire un point sur créer un monde, mais sans forcément donner le détail. En vrai, je sais pas si on va forcément rentrer dans le détail plus que ça. Il faut dire, je sais pas si tu l'as dit, je crois pas, qu'un monde, ça comporte 36 cartes. Oui, voilà. Donc, un monde contient plus ou moins 60 temps, avec un nombre compris entre 50 et 70 temps. Il y a 3 archétypes maximum. Donc, les archétypes, c'est des cartes à 3 temps d'un seul type de temps donné, donc 300, 3 d'encre, ça. Il y a 6 champions maximum. Les champions, c'est cartes à 2 temps d'un seul type. Et puis les autres règles, c'est un monde respecte la direction artistique d'Ex Nihilo, c'est-à-dire prétendre à la réalisation thématique d'une grande partie des objectifs. C'est-à-dire que voilà, quand vous créez votre monde, idéalement, alors là, pareil, vous avez le détail dans le manuel, la version physique, mais faut toujours réfléchir à, dans la thématique de votre monde, est-ce que chaque objectif peut être réalisé et réalisable. D'ailleurs, les différents archétypes, champions et cartes mixtes peuvent permettre justement d'ancrer sur ce genre de choses. Et un monde doit avoir une cohérence accessible aux autres stéfiaires.
C'est-à-dire que la connaissance des 36 cartes d'un monde doit théoriquement permettre à une stéphière d'embrasser une grande partie du sens de chaque carte. Votre monde doit pouvoir être utilisable par autrui idéalement. Et puis en plus, ça permet de faire en sorte que les différents mondes, les différentes stéphières au sein d'une partie puissent interagir de manière élégante pour faire une narration commune qui marche. Donc c'est tout pour la description. Voilà. Alors moi personnellement, comme ça aura pu être noté, vraiment c'était une excellente découverte pour moi avec Nihilo. J'ai adoré faire une partie et j'ai pris encore plus de plaisir à créer des mondes. Ça ne m'étonne pas. Moi, il va falloir que j'avoue que moi j'ai acheté le jeu dès qu'il est sorti en papier, en physique. J'ai dit waouh super, j'achète. Et j'ai failli en acheter 2 parce que je savais que tu devais venir me voir. Donc j'ai failli en acheter 2 pour t'en offrir un, mais je me suis dit ouais mais ça se trouve ça va pas lui plaire. Et du coup je l'ai pas fait. Et je regrette. Mais alors, je m'étais dit, il y a 5% de chances que ça lui plaise pas. Mais Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais du coup là, dans le sud, entre le moment où j'ai fait la commande, parce que dès qu'on a fini la partie, du coup, j'ai fait la commande. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Entre le moment où on a fait la partie, déjà, le moment où tu as fait la commande, il s'est passé quelques heures. Voilà. Et donc, nécessairement, le temps que la commande se fasse et que je la reçoive, c'est passé plusieurs jours. Entre-temps, le temps que je reçois la commande, j'ai écumé, fait des pauses, pris des notes sur le live dont je vous parlais, où Marek et Antoine se prêtent au jeu. Et j'ai créé un monde comme ça avant de le recevoir. J'ai le temps de créer un monde, le temps de le recevoir. Est-ce que tu veux nous parler de ton monde, peut-être Alors, le premier monde que j'ai fait, non, parce que c'était un peu concept. Pour le coup, oui. Et je le laisse dans mon coin. Par contre, le deuxième monde que j'ai pas encore terminé, qui est le monde premier, l'autre c'est le monde -1, là, c'est le premier monde que j'ai fait. Oui. C'était un monde qui était basé sur la féerie pour le coup. Je trouvais le concept assez cool. Alors là, pareil, vous voyez, féerie, ça paraît assez vaste. Première étape, ensuite deuxième étape aussi. Est-ce que les différents temps peuvent être représentés? Est-ce que différents objectifs peuvent être amenés grâce à ce concept-là? Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit déjà par rapport à l'imagerie des fées, la sève, ça marche assez bien. Souvent les deux sont un peu en relation. Tout ce qui est dryade, ladrine, tout ça, ça marche bien. Bon, d'accord. Le sang. On peut imaginer des différentes fées qui ont relationnel avec les animaux ou même qui vivent parmi les humains, donc elfes et autres. Ok, ça marche, il y a des relations. Les larmes, est-ce qu'il y a un truc, est-ce que le concept de féerie fonctionne bien avec la destruction, la douleur, tout ça? Et là, tout de suite, on pense aux guenaudes, on pense aux fées facétieuses, ce genre de choses, ça marche aussi. Et puis pour l'encre, l'encre avec la féerie, ça fonctionne très bien. La féerie, pareil, c'est une imagerie, tout ce qui est les différentes règles, les jouer avec les mots, la cour des fées, ce genre de choses. Oui, c'est le genre de réflexion qu'il faut se faire chaque fois. Puis pareil avec les différents objectifs. Bon, là, je ne vais pas faire la liste parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais pour chaque objectif, on se dit, tiens, quelle pourrait être la conclusion dans ce contexte-là? Par exemple... éveil, par exemple, ce que j'ai pris, parce que du coup, moi, j'ai fait sur un document Excel, sur un tableur. Sur éveil, je fais une petite phrase dans ce contexte. Je me dis, donc, éveil, on rappelle, c'est l'objectif sève et encre. Là, dans le concept de ce monde-là, ça pourrait être, à force d'être chouchoutée par la féerie, la sève a fini par être celle qui assimile, qui crée et qui rêve à la place du sang, par exemple. Et toi aussi, du coup, tu nous as donné un peu d'extrait, mais tu as fait au moins un monde. Et oui, moi j'ai fait un monde, effectivement, un monde qui a des secrets, parce que les mondes doivent avoir des secrets aussi, tu t'en parles pas forcément. C'est vrai. L'idée, c'est quand même qu'on puisse les comprendre en lisant l'ensemble des cartes. Alors moi, je pense que mon secret est un petit peu évident, mais j'ai enlevé quelques occurrences pour que ce soit un tout petit peu plus nébuleux, mais oui, mon jeu s'appelle Sorcières du Nouveau Monde. Donc un jeu sur les sorcières, ça alors, c'est fou, on ne parle que de ça en ce moment. Alors attends 2 secondes, je cache mon mug Witch's Brew, voilà c'est bon. Donc tout va bien, puis je n'ai pas de chat noir non plus. Ça commence à faire beaucoup. Oui, donc mon deck s'appelle Sorcières du Nouveau Monde. En gros, moi, donc c'est un monde où, en fait, ça part de notre monde, mais il y a des sorcières qui vivent dans la forêt. Mais c'est pas la vieille dans les bois, bizarre qu'on essaie d'éviter. Non, c'est que en fait, elles ont construit une méga cité, une mégalopole. Voilà, Alcovens, mégalopole mystique. Alcovens, le nom c'est vraiment Coven et Hall. Il y a tous les Coven au même endroit, donc c'est Alcoven. Mégalopole mystique, donc cité impossible, mosaïque de toutes les bizarreries des maisons de dizaines de milliers de sorcières.
Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde-là? C'est que les humains sont... Il y a eu une guerre entre les humains et les sorcières. Les humains sont tous morts. Et les sorcières, en fait, donc, elles sont immortelles, mais elles meurent malgré tout, parce que voilà, il y a quand même des petits accidents, hein. Voilà, elles sont pas invincibles, elles sont juste immortelles. Et en fait, elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Parce qu'elles ne peuvent avoir des enfants qu'avec les humains. Mais le fait que ça se passe sur les ruines de notre monde, c'est vaguement précisé quelque chose. D'ailleurs, j'ai fait une référence dans le jeu. Il me fallait quelque chose. J'ai fait une référence à Trip to Sky, un autre jeu de Romaric Briand, par rapport à la Lune. Voilà, la prison des esprits. Je n'en dirai pas plus, bien sûr. Donc, il y a une espèce de religion qui s'appelle le culte des enfants. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'entendre les pleurs et tout d'un nouveau-né, ça a beaucoup plus de sens dans mon monde. Mais mais on rigole aussi, hein. Vous inquiétez pas, on rigole. J'ai une carte qui s'appelle Ouïgras. Alors, Ouïgras, c'est un nom pour le charbon, hein, il faut le savoir, mais voilà. Je suis allé chercher un nom très savant pour parler du charbon. Et la description dit « Après la disparition des hommes, les larges stocks de charbon ont été utilisés pour faire différents objets utiles à la magie, comme des crayons ou des diamants. L'utilisation traditionnelle humaine, dite barbecue, a été perdue. » Ah, qu'est-ce qu'on se marre! Ça, c'est un truc qui a son importance dans la création, c'est que autant dans le nom des cartes, peut avoir des noms un peu savants, pas forcément connus tous, mais par contre, dans la description doit être faite de telle manière à ce que la plus grande majorité des gens puissent comprendre. C'est pour ça que dans la description, tu as utilisé le mot charbon par contre. Oui. Parce que ça doit faire en sorte que voilà, la carte soit comprise par tout le monde. Pareil, j'ai une carte à un temps d'encre qui s'appelle Miroir Noir. Petit objet réfléchissant orné d'un lourd cadre plastique. Plus personne ne sait à quoi il sert. Certaines personnes pensent que c'est mieux ainsi. Et bon, entre le titre et la description de l'objet, on comprend que c'est un téléphone portable. C'est ça, totalement. Ouais. J'ai quoi d'autre après Ouais, donc les coups de pleurs, voilà. Mais tu vois, il y a des cartes, genre là, voilà, j'en ai une qui s'appelle Élan de désespoir. Dans un monde sans avenir, il n'est pas rare de voir les nerfs de quelqu'un lâchés, donc c'est un temps de larmes, tu t'en doutes. Bien sûr. Mais ça, voilà, je pourrais la jouer. Enfin, ça, je peux jouer absolument n'importe où. Ben oui, totalement. Oui. Mais en fait, alors pourquoi il faut qu'il y ait entre 50 et 70 ans, donc une moyenne de 60 ans dans un monde, c'est que sur les débuts du jeu, parce que moi, j'écoutais pas mal de podcasts sur Ex Nihilo, donc mais allez écouter La Cellule, hein, on en a pas parlé, mais voilà. Enfin si, on en a parlé, mais on ne l'a pas dit. Il disait qu'au début, il y avait des jeux avec que des cartes à un temps. Et ça faisait une espèce de Zergrush, hein, si je peux utiliser une métaphore de StarCraft, où d'un coup quelqu'un avait totalement le contrôle de la narration, parce qu'il posait plein de petites cartes à un temps. Mais oui, donc dans ce monde-là, voilà, il y a ce truc-là, et donc voilà. Ah oui, et puis il y a une dernière carte que je voulais lire, parce qu'elle me fait rire, ce sont les orgiaques zélées. Voilà, orgiaques zélées, privées des humains. Certaines sorcières n'ont pas tardé à démontrer des trésors d'inventivité pour tenter de repeupler les leurs. Peu de choses sont impossibles pour elles. Mais de toute façon, bon, moi je sais pas si je l'aurais fini ou pas, je vais essayer de le finir, même s'il n'est pas fini. Je mettrai, vu que c'est un document Excel hein, sur Drive, je mettrai un lien de partage vers le monde de Féerie dont je vous parle, vous verrez un peu à quoi peut ressembler un jeu complet. Et puis ça va me pousser à essayer de m'y remettre pour le finir en plus. Très bonne découverte, super jeu, unique en son genre pour le coup. Ah ça c'est sûr. Hein. Et j'aime beaucoup l'accent qui est mis sur la narration, sur cette création de monde et d'histoire sur des éons. Et puis surtout, voilà, une fois encore, la seule critique que j'ai pu faire au jeu, elle a été réglée avant que je le découvre, évidemment, c'est le fait de devoir créer les mondes avant partie, mais là, du coup, au stade où c'est actuellement, c'est réglé par la présence déjà de mondes préexistants. Surtout dans la version physique, on rappelle, achetez la version physique. On l'a pas assez dit. Quel que soit votre motif, vous devez acheter la version physique. Du coup, voilà, est-ce que tu as d'autres choses à dire ? Est-ce que ça t'a donné envie d'y rejouer ? Plus que ce n'était déjà forcément le cas ? Moi, oui, totalement, parce que mon deck des Sorcières du Nouveau Monde, je ne l'ai jamais joué. Ouais. Parce que j'ai joué que 2 parties. De toute façon, j'ai joué une partie avec toi. On a découvert, c'était trop cool. Après, j'ai fait mon monde. Et j'ai joué une partie avec mon épouse pour lui faire découvrir. Mais bon, j'ai pas sorti mon deck tout de suite, quoi. Faut qu'on trouve un moyen de jouer en ligne, pour le coup. Alors, moi, j'ai créé une table sur playingcards.io. Ça vaut ce que ça vaut, je pense. On doit pouvoir faire une partie en ligne. Mais voilà, va falloir se démerder, retourner les cartes de quelqu'un. Bon, mais on va y arriver, c'est pas un souci, quoi. Bon.
Eh bien, j'ai fini sur tout ce que j'avais à dire. Bien contente de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'on aura réussi à vous partager l'affection qu'on a pour ce jeu. Je le souhaite. Et parce que l'histoire s'arrête-t-elle véritablement un jour? On ne sait pas. Enfin, si, elle s'arrête à la fin des temps, et puis c'est là qu'on verra quel temps a gagné ce coup-ci. Entre le sang, la sève, l'encre et les larmes. Alors, ce mois-ci, nous allons répondre à une question de Antred. Avant de la lire, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord si vous avez des questions à nous poser, parce qu'on arrive tout doucement au bout de la liste des questions qui nous ont été données. Donc n'hésitez pas, hein, ça pourrait être bien à un moment de rajouter un peu de sang neuf. Bon, donc une question de Antred, je disais. Si vous pouviez parler ou passer du temps avec un personnage de jeu de rôle, donc que ce soit un personnage officiel, genre Driss Do'Urden, ou bien votre propre création, ou même celle d'une autre personne, quel personnage serait votre choix et pourquoi? Est-ce que tu veux répondre à cette question en première ou est-ce que je fais? Je préfère te laisser faire, parce que j'avoue que, comme on ne le sait pas, on vient juste de se poser la question à ce moment-là, donc j'ai rien préparé, et je t'avoue que je n'ai aucune idée de quoi répondre. Très bien. Moi, pour le coup, j'aurais sûrement une grande hésitation sur quel personnage... Alors, déjà, de manière assez claire, ça serait sûrement l'un de mes personnages. Le rapport émotionnel est tel que ce serait sûrement l'un de mes personnages. Et pour le coup, ça serait sûrement... Alors, j'ai pas forcément de nom précis à donner, mais je vais plutôt donner le raisonnement. Ça a son importance. Je vais donner le pourquoi plus que le qui. C'est que ça serait sûrement parmi mes personnages qui savent le plus de choses. Donc, soit qui savent le chose de leur propre monde d'un point de vue métaphysique, tout ça, ou qui ont plus de compétences, ou qui ont plus de, enfin, voilà, ou de plus vieux, tu vois, les personnes avec qui je peux apprendre le plus de choses à la discussion. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors j'ai la même motivation que toi, mais du coup, c'est précisément pour ça que ça ne serait jamais un de mes personnages. Ouais. Alors, ce qui n'empêcherait pas évidemment le côté émotionnel. Bien sûr, c'était la prémisse du fait que ce soit mes personnages, mais j'ai un rapport émotionnel avec tous mes personnages, même quand c'est des prétirés. Mais voilà, sûrement voilà, que ce serait un choix sur voilà, côté très instructif et intéressant intellectuellement de l'échange. Bien que là-dessus, en tant que tel, serait sûrement beaucoup plus émotionnel qu'intellectuel, mais la décision du pourquoi comment serait sûrement sur ce motif-là, malgré tout. Bon, moi j'ai trouvé une réponse d'enfumeuse. Mais vas-y, je te laisse. Mais ça y est, moi j'ai ma réponse. T'es plus obligé de meubler. Si t'as des choses à dire, dis-les. Non, c'est bon. Non. Mais voilà, ce serait un petit peu le critère. Donc, pour prendre un exemple, en plus un exemple qui a déjà été cité dans différents épisodes, typiquement le personnage que je joue actuellement dans notre campagne de Shadowrun, Echo, que j'ai cité plusieurs fois, serait une très bonne candidate pour ce biais-là, par exemple. Technomancienne, immortelle dans l'univers de Shadowrun. Il y a moyen de discuter, quoi. Il y a moyen de moyenner. C'est vrai. Mais donc, et toi? Alors, moi j'ai une réponse d'enfumeuse, mais vraiment. On reste dans le brillant Holistic Universe, le BRU, comme on l'appelle. Moi, je voudrais passer du temps avec Sens. Et je ne peux pas répondre pourquoi. Donc voilà, maintenant vous êtes obligé de lire Sens pour comprendre ma réponse à cette question. Félicitations. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire, on a commencé, là c'est l'épisode romarique, donc c'est jusqu'au bout. Moi-même, je n'ai pas fini de lire, ne serait-ce que Sens Renaissance, donc le reste de l'exalogie, j'y suis vraiment pas du tout. Mais voilà, je sais de quoi il en retourne. Et ceux qui savent comprennent à quel point ma réponse est une réponse d'enfumeuse. J'espère que ça vous aura fait rire. Ah, très bien. Et du coup, est-ce que tu as un teaser pour l'épisode du mois prochain? Alors, j'ai un teaser. Le problème, c'est que je ne suis pas tout à fait certaine de quel jeu je vais parler le mois prochain. J'ai 2 candidats très sérieux. Un que j'ai déjà lu il y a un petit moment, qu'il faut que je relise, et un que je suis en train de lire. Et du coup, je peux pas vraiment donner un teaser, mais je vais essayer de donner un teaser qui peut aller pour les deux. Ce qui va du coup pas du tout vous aider. Hein. Ça va pas vraiment vous aider à trouver le jeu, hein. C'est pas grave. Je dirais simplement que le mois prochain, on va se rapprocher un petit peu du genre de récit dont on était potentiellement plus friand quand on était enfant. À savoir peut-être des contes, des choses de chevalerie, ce genre de choses. On va essayer de garder notre âme d'enfant et d'avancer quand même, malgré tout, vers l'aventure. Toi qui sais, entre les 2 jeux entre lesquels j'hésite, je pense que tu dois être là. Ah ouais, quoi, balèze quand même. Non, j'avoue, c'est un tour de force.
Sachant que je l'ai improvisé à l'instant. Hein. C'est pas comme si j'avais écrit quoi que ce soit. Faut pas non Oui, plus. bah, t'es pas obligé de flex non plus. Ouais, écoute, nous sommes sans... Merde, j'ai dit. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, bah, salut. Hein. La fin d'épisode nul. Sur ce, bonne fin de journée à vous. N'oubliez jamais de continuer à créer des mondes. Et Voilà. Ça, c'est une belle phrase de fin. J'aime beaucoup. Et au mois prochain. Et au mois prochain, après que vous ayez passé commande d'Ex Nihilo. D'accord ? Oui, hein. Sinon, pas d'épisode. On vous voit. Hein. Non mais, si je n'ai pas reçu un screenshot d'une preuve d'achat d'Ex Nihilo dans le salon de l'épisode 22, il n'y aura pas d'épisode 23. C'est tout. C'est comme ça. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe wale hutukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako litukuzwe. Tusamehe kosa yetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele. Baba yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu liye jina lako litukuzwe. Je remets les cartes à leur place. Fais alors un bisou quand même, tu les as dérangés. Fais une petite prière à Saint-Romaric.